Parlons peu, parlons bien, J.K. Rowling me donne la gerbe presque autant que les dragées surprises de Bertie Crochu goût saucisse. En juin, j'ai voulu me lancer dans une énième relecture des romans qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, ma vie de lecteur, voire ma vie tout court, celle des aventures du petit sorcier que nous connaissons tous, je parle bien évidemment d'Harry Potter. Ça faisait déjà quelques années que je savais que l'autrice elle était problématique, mais bon, comme je suis rempli d'hypocrisie, je continue d'aimer l'univers, je continue d'aller au studio par exemple à Londres, et je continue d'acheter des produits officiels parce que c'est un univers que j'adore. Vous allez me poser la question, mais pourquoi J.K. Rowling elle est problématique? La réponse est simple, c'est parce que c'est une TERF. Mais dis-moi Mathieu, c'est quoi une TERF? Alors, pour faire court, une TERF, c'est une personne qui pense que les femmes transgenres décrédibilisent le mouvement féministe. C'est-à-dire que pour ces personnes, les femmes transgenres, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes déguisés en femmes qui sont là pour infiltrer les rangs des féministes pour leur faire du mal en fait au final. Concrètement, pour un ou une TERF, en fait, une femme transgenre, c'est un homme qui va se déguiser en femme pour pouvoir entrer dans les toilettes des femmes, pour pouvoir reluquer les femmes cisgenres. Ces personnes, elles sont super dangereuses parce qu'en fait, sous couvert de faire le bien, elles vont faire beaucoup de mal. Une femme trans, qu'on soit bien d'accord, c'est une femme. C'est-à-dire que la comparer encore et toujours à une identité d'homme, c'est renier son identité et c'est accentuer les discriminations qu'elle subit, et je pense qu'elles en subissent suffisamment comme ça. Alors J.K. Rowling, elle avait déjà eu des propos un peu tendancieux il y a quelques années de ça sur Twitter, de toute façon c'est là où elle s'exprime le plus et c'est là où elle devrait fermer sa gueule le plus surtout, et on lui avait déjà fait remarquer, notamment avec la sortie des Animaux Fantastiques 2, qu'elle avait beaucoup pratiqué le pinkwashing. Mais Mathieu, qu'est-ce que c'est le pinkwashing? Alors pour faire court, en fait c'est quand on dit oui si je vous assure, il y a de la représentation, il y a des LGBT dans mon roman etc. Alors que c'est écrit de nulle part, c'est pas canon, et en fait on fait ça dans le but d'attirer des personnes LGBT. Par exemple Avengers l'avait un petit peu fait en disant ouais on va mettre la première personne gay dans un film Marvel, et en fait c'était juste un figurant qui apparaissait une seconde dans le film et qui disait j'ai un fiancé, enfin bref. C'est ça le pinkwashing, c'est du coup promouvoir de la diversité dans son roman alors qu'au final il y a rien. Dans le cas de J.K. Rowling il s'agit de Dumbledore qu'elle crie partout oui je vous assure qu'il est gay, pour moi c'était hyper clair, sauf que c'est écrit de nulle part. Et par exemple pour les Animaux Fantastiques 2, là où ça aurait pu être enfin montré sa relation avec Grindelwald, rien n'a été fait. Au contraire on va faire des sous-entendus sur leur relation encore et toujours, c'est un peu plus qu'un frère, je l'aime beaucoup patati patata. À aucun moment il y a un bisou, il y a un je t'aime etc. Elle arrête pas de dire qu'il est gay, donc si pour toi c'est acté, montre-le. Pour faire court, en fait je suis reparti dans ma relecture en juin avec déjà un a priori pas ouf sur l'autrice, et donc en me disant je vais avoir un regard critique sur son œuvre, je vais pas le lire juste de manière à me vider l'esprit, juste revoir Harry Potter, mais je savais que j'allais faire une vidéo sur j'ai relu Harry Potter, donc j'ai noté plein de choses dont je vais vous parler, mais avant de commencer la vidéo, voilà, j'ai pas fini du coup la saga, j'ai pas lu le 7ème tome, parce qu'en fait au moment où j'allais m'y attaquer, donc pendant le mouvement Black Lives Matter, qui n'est donc pas terminé, J.K. Rowling a sorti des propos transphobes, donc déjà j'étais en mode mais t'as que ça à faire pendant un mouvement, enfin c'était vraiment pendant le gros boom, pendant que tout le monde en parlait, et après elle a sorti même un manifeste. Bref, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie d'exploser sa tête. Donc me voilà aujourd'hui écœuré par l'autrice que j'idolâtrais étant enfant parce qu'elle était tellement charitable et tellement parfaite. Le fait qu'elle puisse en fait exprimer sa transphobie sans aucune conséquence, ça me répugne, ça me dégoûte et ça me révulse. Et le fait qu'on la défende, mais ça exacerbe ses sentiments puissance 1000 ans. Ça m'a coupé l'envie de lire le 7ème tome. Déjà dans les premiers tomes, il y a pas mal de trucs à dire. On a compris, Harry, il est élu parce que Voldemort l'a choisi, même s'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, son destin aurait pu être différent, etc. Ça, je veux bien le concevoir. C'était très chiant, au fur et à mesure des tomes, de voir que chaque truc qui arrivait à Harry, c'était la première fois que ça arrivait depuis des années, voire des centaines d'années, enfin, c'est lourd. Tout est fait pour qu'on comprenne à quel point il est exceptionnel, mais en vrai, à part lancer Axio, Stupéfix et Expelliarmus, le book, il sait pas faire grand chose, quoi. C'est le plus jeune attrapeur depuis 100 ans, je crois, c'est le premier à parler fourche-langue depuis Serpentard ou Voldemort. Oui, plutôt Voldemort. Il ouvre la chambre des secrets, fermée depuis des années. Au moment où il arrive en 4ème année, il y a la coupe de feu qui a pas été faite depuis des centaines d'années parce que des gens sont morts, et là, pouf, comme par hasard, ça lui tombe dessus. Alors, je comprends tout à fait qu'il y ait cette notion d'élu, mais par exemple pour la coupe de feu notamment, sachant qu'on parle d'une compétition entre écoles sorcières et que c'est dans le 4 qu'on apprend qu'en fait il y a plein d'écoles dans le monde, je me dis, on aurait très bien pu aussi dire que ça fait juste beaucoup de temps que Poudlard n'a pas été choisi pour participer à la coupe de feu, et pas forcément que la coupe de feu a été annulée. Je crois que le truc qui m'a paru le plus aberrant dans toute la saga, mais ça fait très longtemps que je me le dis, c'est la passivité d'Harry
face à la connaissance du monde magique. C'est-à-dire qu'il est pas du tout curieux. Le gars, on lui annonce du jour au lendemain que c'est un sorcier, que ses parents étaient des sorciers, c'était pas n'importe qui, qu'ils étaient très aimés, etc. Mais à aucun moment il va chercher l'information. C'est-à-dire que c'est toujours l'information qui vient à lui, il fait ah ouais, c'est vachement bien. Ah ouais, bah, et du coup, c'est hyper étrange parce que, enfin, il écoute pas en cours spécialement non plus, et je me dis, mais je comprends pas comment tu peux être comme ça, enfin, comment tu peux être aussi passif et juste laisser l'information du narrateur alors que t'es à la bibliothèque et t'as ta portée, mais même au niveau de ses parents, quoi. Il sait que ses parents étudient à Poudlard, pourquoi il va pas demander des anecdotes aux profs qui lui disent qu'ils l'ont connu, etc. Même à Sirius, je trouve qu'il demande pas beaucoup d'infos. C'est Sirius qui lui dit, bah, ton père était comme ça, ton père était comme ça, et Harry, là, genre, ah ouais, ok, ouais, cool. Bah, je sais pas, genre, pose des questions. Et par exemple, dans le 4, à un moment, on lit, et là, je vais lire du coup ce que je l'ai noté. J'avais pris mon petit carnet Serpentard pour prendre des notes. Il se dit qu'il avait été un peu stupide de ne pas se douter que Poudlard était la seule école de magie au monde. Il s'intéresse pas du tout au monde de la magie. Pareil pour le Quidditch, genre, il adore y jouer, mais il s'intéresse pas à ailleurs que sa petite personne. Genre, je comprends pas ce personnage par rapport à ça. Comme la saga elle comporte 7 bouquins, on a le temps d'installer un univers qui s'agrandit au fur et à mesure. Parce que pendant ma relecture du 1, je me suis fait la réflexion qu'au final, par exemple, Poudlard, on n'apprenait pas grand chose à propos des lieux. Je veux dire, il n'y a pas 20 000 descriptions, on sait qu'il y a des tableaux vivants, qu'il y a des escaliers qui bougent, qu'il y a la grande salle, et que c'est un château, mais à part ça, on n'a pas beaucoup de descriptions, on connaît pas 20 000 trucs sur Poudlard, même au niveau de la géographie des lieux, c'est un peu vague. Il n'y a pas que les décors qui évoluent, il y a le monde magique qui évolue aussi. Comment il est régi, où vont les personnes soignées, quelles sont les relations avec les moldus. C'est hyper inspirant parce qu'on se dit, bah du coup, il est hyper vaste comme univers. En même temps, comme il est très centré autour de Poudlard, et bah finalement, on apprend des bribes d'informations un peu partout, mais sans que ce soit très concret, très solide, et surtout très approfondi. Par exemple, on en sait très peu sur les règles autour de la magie en elle-même. Est-ce qu'il doit y avoir des mouvements de baguette particuliers? Dans le 1, il dit on tourne, on abaisse, mais c'est le seul moment où on parle de mouvements de baguette. Est-ce que ça marche que pour Wingardium Leviosa? Pourquoi est-ce que certains sorts sont plus durs à jeter que d'autres? Est-ce qu'on a forcément besoin de la baguette pour faire de la magie? Par exemple, dans le 4, Harry, il doit s'entraîner pour jeter un sort, ce qu'il a quasiment jamais fait jusque-là. Et c'est la même chose pour la relation avec les moldus. Dans le 3, on nous dit que Préolard, c'est l'un des seuls villages où il y a que des sorciers, etc. Donc des gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils vivent pas tous comme ça, puisqu'ils arrêtent pas de dire qu'ils sont persécutés par les moldus, qu'ils les comprennent pas, que c'est leur technologie interfère avec la magie, etc. Et je sais pas pourquoi on les pousse absolument à se mélanger. Par exemple, dans le 4, au moment de la coupe du monde de Quidditch, ils font ça en plein milieu d'un camping moldu, avec des employés moldus mis sous Impero ou sous Confundo, là je sais plus quoi. Pourquoi vous avez besoin qu'il y ait des moldus qui soient là? Pourquoi vous faites pas ça dans un bois abandonné, un lieu que vous mettez incartable le temps de la coupe du monde, surtout que tout le monde arrive en porte loin, donc pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des moldus? On n'arrête pas de dire faut rester caché, etc. Mais pourtant on vit parmi eux et on les comprend pas et on essaie pas de les comprendre. Ils ont une radio pour les sorciers, mais ils savent pas utiliser un téléphone. Je parlais de la coupe du monde, mais c'est vrai qu'au niveau du monde magique mondial, on en apprend très peu, à part dans le tome 4 où bah voilà, on comprend que ça concerne pas que Londres en fait, qu'il y a des écoles un peu partout, qu'il y a des sorciers un peu partout dans le monde, mais au final on n'en sait pas plus que ça. Par exemple, est-ce que la menace de Voldemort elle a touché d'autres pays? We don't know. Le seul tome qui approfondit un peu les bases, c'est le tome 2. Il approfondit vachement ce qui est dit dans le tome 1. On en apprend plus sur l'histoire de l'école, sur les fondateurs, sur les fantômes, on en apprend plus sur les personnages secondaires comme Rusard ou Nicaise sans tête par exemple. Bah du coup, comme on est encore dans le château et que en soi c'est une année comme les autres, on a plus de descriptions du château et surtout on commence à avoir des infos sur le passé de l'école, donc Voldemort et aussi Hagrid. Mon dieu, un sucre ce personnage, je l'aime beaucoup trop. Il y a plein de passages qui m'ont fait cringe, particulièrement dans le 4, au niveau du sexisme dans Harry Potter. Je pense très sincèrement que le fait que je savais que l'autrice était un peu problématique, j'ai peut-être plus fait attention à ce genre de passages qu'avant. Alors déjà, effectivement, on a l'impression qu'il y a vachement de personnages féminins badass dans l'histoire, puisqu'on a Hermione, McGonagall et Bellatrix, pour citer que ces trois-là. Ces personnages-là, ils sont régis par des personnages masculins. Pour Hermione, on a Harry, McGonagall, on a Dumbledore, et pour Bellatrix, on a Voldemort. Alors, comme on le dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme, et bah, J.K. Rowling, elle l'a rendu réelle cette citation. Et par exemple, la seule explication qu'on a pour Hermione qui se soumet à Harry, c'est de dire moi j'ai tout appris dans le livre, toi Harry t'es un grand sorcier parce qu'il y a la bravoure, parce qu'il y a l'amour, etc. Ah, parce qu'elle elle est pas brave peut-être? Mais vraiment, là où j'ai le plus fait c'est dans le tome 4. Je conçois que c'est le tome où on comprend que les hormones se réveillent, qu'il est adolescent, etc. qu'il commence à s'intéresser au sexe opposé. Mais franchement, c'était trop. Genre, je vais vous lire quelques extraits. Il n'avait que le bal en tête, les filles surtout. Des filles partout, qui minaudent et qui gloussent. Tu ferais
Fais bien de te dépêcher, vieux Sniot restera que les moches. Et je crois que la pire phrase c'est celle-là. Une élève de 5ème année avait, à sa grande horreur, une carrure suffisante pour l'assommer en cas de refus. Ok, et dans le tome 6, c'est pareil, le traitement des personnages féminins, il est dégueulasse. On voit le personnage de Lavande, qui est juste là pour être une commère, et qui est complètement superficielle et hyper futile. Bah c'est pas ouf, quoi. Dans le tome 6, on a quand même des filles qui sont présentées comme des personnages mesquins, et on a même une phrase qui dit « Harry médita en silence sur les extrémités auxquelles les filles étaient capables de recourir pour satisfaire leur désir de revanche. » Mais ça fait tellement phrase de genre code de meuf sur Facebook, elle est à l'ancienne, enfin, c'est lourd en fait. Le monde des sorciers, il est magique, mais il est loin d'être exempté de la misogynie. Alors, est-ce que j'ai des trucs cool à dire sur Harry Potter? Évidemment que oui, j'en aurais plein des choses à dire cool sur Harry Potter. J'adore cette saga, elle m'a bercé pendant de nombreuses années, mais je pense que justement c'est aussi un peu la nostalgie de ces années qui me fait autant aimer la saga. Après, par exemple, j'ai changé d'avis sur le tome 4. Bon, je considérais que c'était le tome le plus pourri, que j'aimais pas du tout, et finalement en le relisant, je me suis dit, bah, il est pas si mal. Il est beaucoup plus approfondi que ce que je pensais en fait. Le tome 6, je le trouvais hyper oubliable, c'est l'un des bouquins les moins manichéens de toute la saga. Tout est gris, il y a personne vraiment de gentil ou de méchant, on apprend beaucoup sur l'histoire de Voldemort. J'ai déjà dit, mais ouais, c'est le bouquin le moins manichéen parce que ça, je vais en parler. Bon, je sais, d'accord, c'est pas positif, mais c'est chaud. Moi, à la fin, j'en pouvais plus. Limite, ça m'a dégoûté d'être à Serpentard, tellement le traitement des maisons, il est dégueulasse. On a une glorification des Gryffondor avec leurs best buddies, là, les Poufsouffles, et leurs cheerleaders, les Serres d'Aigle, et après, bah, il y a les vilains pas beaux Serpentards qui sont tous des méchants et qui mériteraient tous de crever. C'est lourd, quoi. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on garde Serpentard comme exemple et comme fondateur alors que c'était juste un putain de raciste. J'ai adoré retrouver cet univers doudou, cet univers que je connais, dans lequel j'aime me plonger. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que bah, je le connaissais pas par cœur, mais c'est ça qui est trop bien avec les relectures, c'est que souvent je redécouvre des petits détails que j'avais loupés, ou même je redécouvre certains gros pans de l'histoire que j'avais oubliés. Maintenant, j'ai un regard en fait beaucoup plus critique dessus, et je pense que j'arriverai pas à m'enlever de la tête toutes les critiques que j'ai à faire sur l'univers, parce que je ne supporte plus l'autrice. C'est dommage, mais il y a énormément d'autres univers dans la littérature qui sont aussi magiques et fantastiques que Harry Potter. Et même si j'estime que l'univers n'appartient plus à J.K. Rowling parce que en fait elle le maîtrise pas, les fans le maîtrisent beaucoup plus et s'en sont accaparés, ils l'ont viré finalement de l'univers qu'elle a créé, bah il n'empêche que quand j'achète un truc de licence officielle Harry Potter, l'argent lui va à elle. Du coup je vous conseille, et c'est ce que je fais maintenant, de vous tourner plutôt vers les fanfictions. J'en ai pas beaucoup lu jusque là, mais c'est hyper drôle, et par exemple je sais que Cordelia sur son compte TikTok elle fait beaucoup de Drarry et ça me fait mourir de rire, genre vraiment je kiffe ces TikTok sur Drarry. Tournez-vous aussi vers des produits non officiels qui sont parfois très très beaux et même limite plus qualitatifs que les produits officiels. Alors je vous dis pas d'acheter sur Wish etc, par exemple sur Etsy il y a beaucoup de créateurs de contenu autour du monde d'Harry Potter, par exemple des pins, des marque-pages, des baguettes etc. En fait on peut continuer d'aimer Harry Potter tout en disant que bah, la personne qui l'a créé est pas quelqu'un de bien, et donc d'arrêter de lui donner de l'argent tout simplement. Je vous rappelle également que les livres sont très facilement trouvables en occasion, que ce soit en brocante, à Emmaüs, sur Vinted, et que de toute façon au pire ils sont très facilement trouvables en téléchargement illégal sur internet. C'est vraiment le dernier recours. Voilà, sur ces belles paroles pleines de corruption, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.